Bonsoir. Dernier jour de dépôt des candidatures pour la présidentielle d'octobre prochain. Le siège de la commission électorale indépendante a été maintes fois pris d'assaut aujourd'hui par les partisans des différents candidats venus soumettre leur candidature à l'institution. Il avait ébloui le monde entier avec son rôle dans le blockbuster Marvel Black Panther. La nouvelle est tombée ce vendredi. Chadwick Boseman est décédé ce vendredi 28 août des suites d'un cancer du côlon qui le rongeait depuis des années. Les réactions de personnalités du monde du cinéma et du sport dans le Live Actu. Le système de récépissé d'entreposage est opérationnel en Côte d'Ivoire. Il permet aux agriculteurs, aux transformateurs et aux négociants de déposer des marchandises stockables en échange d'un récépissé d'entrepôt. En quoi consiste ce système? Quels sont les avantages pour les producteurs? Pour nous éclairer sur tous ces points, nous recevons M. Justin Kofi. Il est directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Décryptage, débat, analyse, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Nouvelle semaine, nouveau challenge, nouveaux espoirs. En tout cas, une semaine qu'on vous souhaite très très belle, une merveilleuse semaine sous les meilleurs auspices. En tout cas, l'As The Team vous remercie de l'accueillir chez vous tous les soirs, en tout cas du lundi au jeudi, pour le rendez-vous du Live Talk. Et l'As The Team, elle est présente comme tous les soirs, à l'exception de Serge Kouachi, empêché, mais que vous retrouvez dès demain sur ce plateau. Il va très très bien. Il me charge de vous transmettre ses salutations. Sur le plateau, il y a des dames. Retour de la coiffure afro de Rayana Assi. Bonsoir. Bonsoir Serge. J'ai pas entendu le Vous avez dit Serge? Oh, Brice. Il nous manque tellement sur ce plateau. Ouais. La belle excuse, la belle excuse. Le retour de l'afro a été remarqué par les téléspectateurs et les internautes. Ben, ça nous fait plaisir. Et puis j'ai fait un sondage, ils m'ont dit qu'ils préféraient l'afro, donc c'est pour leur plaisir. D'accord, ils faisaient le sondage parce que moi, depuis longtemps, je me bats pour que l'afro soit là. Merci beaucoup aux gens du sondage. Sophie Aïda, Shine Always. Hello, how are you? Oui, Sophie Aïda, notons-le, et je le dis, qui a fait un petit passage au Live Weekend. Vous l'avez remarqué, mais c'est bon, là, on l'a prêté au Live Weekend. On l'a prêté au Live Weekend. Elle était prêtée, comme au football. Mais elle est revenue à son club d'origine. Et puis, Edith Broubleu, qui est en blanc aujourd'hui. Oui, bonsoir Brice. Bonsoir Edith, comment ça va? Très bien. Ça va le jeûne de 2 jours? Le jeûne de 2 jours? Oui. Oui, mais ça se passe bien. Ça se passe bien? Oui. D'accord. Non, parce que pour la petite histoire, un internaute a demandé à Edith de jeûner 2 jours et de revenir. Donc on se rassure. En tout cas, l'équipe, elle est au taquet, elle est en forme pour dire que tout va bien, on est en forme et on peut démarrer. Maintenant, avec le tour de l'actualité locale et internationale, tout de suite, c'est dans le Live Actu. Pour notre Live Actu, c'est la politique par laquelle nous allons commencer. La présidentielle 2020, journée de balai de candidats à la CEI, parce qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour du dépôt des candidatures, et donc ça a suscité ce balai dont je parlais tout à l'heure. On fait un peu le point de cette journée avec vous, Edith Broubleu. Oui, effectivement, c'était le jour des retardataires. Je vais y arriver. Et surtout, j'ai trouvé que l'ambiance était bon enfant, en tout cas pour ce que j'ai pu voir tout au long de la journée lorsque j'ai suivi progressivement le dépôt de chacun des candidats attendus. Donc, on avait même le son des trompettes, il y avait de l'animation. Oui. On n'a pas eu d'échauffourée. Il n'y a pas eu de gaz lacrymogène, tout s'est très bien passé et c'était franchement agréable en tout cas à suivre sur les réseaux sociaux. Donc on a eu d'abord la... Quelqu'un a dit, c'est normal, on n'est pas des sauvages. Et bien sûr, on peut se réunir dans un même endroit, sur une même place et faire la fête pour soutenir son candidat. Non, mais je crois que c'est une très bonne idée de la part de la CEI d'avoir permis que des heures de dépôt soient prédéfinies, bien définies, un agenda. Vraiment, on pouvait se retrouver nous tous là-bas. On pourrait dire non, pourquoi lui va déposer avant nous? Exactement, en craignant l'embouteillage que ça pouvait créer. En tout cas, ça a été très bien coordonné. Et jusqu'à cette heure, au moment où on parle, et c'est vrai qu'il est 20 heures passées, mais il y a d'autres candidatures qui sont attendues, dont celle de Mamadou Koulibaly. Donc parlons déjà de celle qui a été la première.
donc celle du candidat Laurent Gbagbo, qui a été déposée par la coalition EDS, Ensemble démocratique solidaire, par les mains de M. Armand Georges Ouyen, qui est le président de cette coalition. Et ce dépôt de candidature a enregistré une mobilisation record, en tout cas, on a pu le noter. Laurent Gbagbo est absent de la Côte d'Ivoire, mais il a su très bien se faire représenter par les membres de cette coalition. Ah ouais, on voit les images. Vous voyez la mobilisation, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, il y avait des trompettes, c'était vraiment très bien animé. On a eu ensuite la candidature de Soro Guillaume, président du GPS, qui a été déposé des mains de Mme Kone Minata, épouse Zia. Donc aussi mobilisation record des partisans de son parti. Et j'ai vu même sur la page Facebook, le compte Twitter du GPS, qu'il annonçait également ce dépôt de candidature comme effectif, en taguant Emmanuel Macron, en taguant l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Macky Sall et la CEDEAO. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il fallait qu'il soit notifié de ces dépôts de candidature effectifs? Mais on l'a noté également. On a eu aussi, juste après, vers 15h, le dépôt de candidature effectif de Dr Albert Mabry-Touakeus, président de l'UDPCI. Il y avait également de la mobilisation pour ce dépôt de candidature. On en voit sa femme qui est juste à côté, sa compagne juste à côté. Elle est très heureuse. J'aime bien cette petite phase d'illustration parce qu'après, je me permets de revenir un tout petit peu là-dessus. Donc, on continue. Et aux dernières heures, on a eu également, contre toute attente, l'annonce du dépôt de candidature également de Yamia Konan, qui est le président de NCI, Nouvelle Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec la chaîne. Et pourquoi je dis contre toute attente? En fait, ce dépôt de candidature a étonné, en tout cas à la dernière minute, parce qu'il annonçait qu'il ne participerait pas à l'élection présidentielle du 31 octobre. On en avait parlé ici. On en avait parlé également ici. Après, on se pose des questions sur ses motivations. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé et tout? Et voilà. Donc, jusqu'à cette heure, on attend 12 candidatures. Il y en a qui ont déjà été déposées. On attend également celle de Marie-Karine Blady, présidente du NISA. Il y a Madame qui était sur ce plateau également. D'avoir l'information. Marie-Karine Blady a déposé sa candidature. Ok, super, son dossier de candidature. On a ceux qui ont déposé l'éponge, malheureusement. Monsieur Zaro Kofi. Qui avait déposé l'éponge également, qu'il avait annoncé, Jean-Yves Dipopieux également, qui ne se présente pas à l'élection présidentielle. Et voilà. Daniel Boni-Clavry également, qui a jeté l'éponge. On se pose la question de savoir pourquoi. Et il faut noter également que juste avant... Bon, enfin, elle n'a pas déposé. Est-ce qu'elle a jeté l'éponge? Mais elle n'a pas déposé sa candidature. Elle n'a pas annoncé qu'elle avait jeté l'éponge. En tout cas, elle n'a pas annoncé qu'elle déposait sa candidature. Et il ne faut pas oublier également que le président Henri Konan Bédié, bien avant lui, également le ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano. Ces deux avaient déjà fait acte de candidature en déposant leur dossier. Au tout 13 heures, je pense qu'on était à une trentaine de candidatures. On est à environ 46 inscrits au total pour la demande de candidature, mais 29 candidats qui ont déjà déposé leur dossier de candidature à la CEI. Marie-Karine Blady? Non, on vient de... Donc on a une trentaine. On a une trentaine, voilà, jusqu'à présent. Le 29e, c'était Yamia Konan. Oui. La 30e, c'est Marie-Karine Blady. Alors, à propos d'illustration, avec la permission de la régie, je pense que j'ai vu, quand on avait vu le dépôt des candidatures du président Laurent Gbagbo, vous savez, il y a un des partisans qui a déjà les mains. Si on a l'occasion de voir l'image, ça va être très, très symptomatique. Mais vous parliez tout à l'heure de cette belle ambiance. Et nous, on a envie de dire, c'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on rêve. C'est pour ça que je suis de bonne humeur, parce que je me dis, en fait, c'est possible. On peut manifester son soutien à son candidat, on peut le faire de la bonne humeur. Les forces de l'ordre qui étaient présentes bien avant le jour J, ont assuré en tout cas la sécurité du dispositif. Ça s'est très bien passé. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Le monsieur en chemise. En chemise, mais il est... Ah oui, non, il est déjà prêt pour la victoire. Oui, la victoire. C'est le doigt levé, en fait. Et il n'y a pas eu de débordement. Oui. Et bien sûr, on avait eu l'épisode où le maire de Cocody, le 28 août, dans un arrêté, avait autorisé les partisans du président Laurent Gbagbo à pouvoir... être présent sur la place et manifester. Et le même jour, je crois que c'était le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui avait riposté en annonçant que c'était nul
et de nul effet. Mais finalement, tout s'est bien passé dans la bonne humeur. Et on attend encore. Il n'y a qu'à l'illustration parfaite, c'est le grand sourire de l'épouse de M. Mabry. Elle dit oui, ça y est. On y a cru. On y a cru et voilà. Et bien voilà, on la voit. C'est effectif. On voit l'image et c'est génial, on va la voir dans un... Voilà. En tout cas, ça fait beaucoup de bien de parler de politique ivoirienne avec de si grands sourires. Oui. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'en ce moment, pendant que nous sommes en train de parler, des partisans, des personnes se réclamant de l'ancien préfet, parce qu'il aurait démissionné, Vincent Toby, sont en ce moment à la CEI. Hein? Okay. Ils sont en ce moment à la CEI, mais lui, sur ses réseaux sociaux, il n'a rien dit pour l'instant. Donc, on ne sait pas si l'information est réelle. On a vu des bâches, on a vu des jeunes porter des t-shirts à son effigie en déclarant sa candidature, mais pour l'instant, on n'a aucune information. De sa part. Et je rappelle qu'il y a l'article 50, l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020, qui stipule ne peuvent être acceptés pendant l'exercice de leur fonction et pendant les 6 mois qui suivent la cessation de celle-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l'élection du président de la République, le membre du Conseil constitutionnel, entre autres les membres du corps préfectoral. Bon, en tout cas, il y en a qui ont vu des t-shirts, une banderole et tout ça, l'effigie de Vincent Toby. Qui les envoie? On ne sait pas. Que font-ils en ce moment, la CEI? On ne sait pas. En tout cas, on suit de très très près le développement et puis certainement d'ici la fin de cette émission, vous serez informés. Vous serez informés. On vous dira si la situation évolue. En tout cas, pour le préfet Vincent Toby, l'ancien préfet Vincent. Mais il est toujours préfet. Voilà, monsieur Vincent non, c'est un grade, donc il le garde. Voilà, donc il le garde. Sur ce, on parle cette fois de volet santé avec vous, Réana Assi. Et c'est l'hôpital d'Abobo qui ferme ses portes. Alors, c'est l'hôpital général d'Abobo Sud qui aujourd'hui a fermé ses portes, donc aujourd'hui 31 août 2020. Eh bien, c'est pour une réhabilitation qui est prévue pour une durée de 12 mois. Donc, c'est le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a pris cette décision au vu justement de la dégradation assez avancée des infrastructures et des équipements de cet établissement. Alors, il faut savoir qu'avant la réhabilitation de cet établissement, on a eu la fermeture, la réhabilitation de l'hôpital du CHR, donc Centre Hospitalier Régional d'Abobo Nord, et donc qui a lui réouvert l'année dernière. Donc, le pas suivant, c'était justement la réhabilitation de cet hôpital. C'est un beau pas pour la santé en Côte d'Ivoire parce qu'on voit bien qu'un travail est en train de se faire dans tous les établissements de santé qu'on disait assez parfois ça répond surtout à une préoccupation des populations aussi. Une préoccupation des populations, bien sûr. Tous leurs vœux. La conséquence, c'est que cet hôpital en particulier était très stratégique et très sollicité, mais la continuité des services sera assurée justement par tous les centres de santé qui l'avoisinent, donc principalement le CHR d'Abobo Nord qui vient de réouvrir, comme je le disais, l'hôpital général d'Anyama. Et le contexte, pour rappel, c'est que le 9 mars 2018, le gouvernement ivoirien, via le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, procédait au lancement des travaux de réhabilitation et d'équipement de 102 centres de santé issus de 25 districts sanitaires et répartis dans 7 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Donc ça vient vraiment étayer mon propos de dire que la santé aujourd'hui est en train de connaître un vrai travail de fond, notamment au niveau de ses infrastructures, de ses équipements, pour aller sur un niveau supérieur. D'accord, c'est bien noté en tout cas. Vous avez dit, puis l'information, c'est qu'aujourd'hui, les populations, pour les besoins de santé, peuvent se diriger vers... Justement, ils seront redirigés vers les centres de santé avoisinant celui-là, qui sera fermé pendant 12 mois, je le rappelle. C'est une bonne nouvelle pour la population d'Abobo. Tout à fait. Dans cette période de crise sanitaire. Tout à fait. Bon, très rapidement, mesdames, un petit tour au Mali, voisin, pour entamer le point inter. C'est toujours l'incertitude, en tout cas pas de gouvernement, après la prise du pouvoir par les militaires. La France, la CEDEAO réclame à la junte, en tout cas, un retour rapide du pouvoir aux civils. Notons que pour Paris, par exemple, il faut que cette transition se fasse assez rapidement. C'est une affaire de mois, déclarait donc la ministre française des Armées, s'appelle Florence Parly. Pour Paris, si cela ne se faisait pas, il y avait un risque que les terroristes en profitent, qui profitent toujours de la faiblesse de certains États. Et en ce moment, il faut reconnaître que le Mali est un tout petit peu faible. Je pèse mes mots, donc les terroristes pourraient en profiter. Et donc, c'est pourquoi elle appelle à cette transition-là assez rapidement. Quant au chef d'État de la CEDEAO, ils ont appelé également la junte à revenir rapidement, à remettre rapidement le pouvoir aux civils. Oui. Parce qu'ils ont déclaré que c'était la condition pour la levée progressive des sanctions, notamment la fermeture des frontières et d'autres.
Quant à la junte, elle a promis de rendre les clés aux civils au terme d'une transition d'une durée non fixée. Parce qu'ils ont besoin de mettre des choses dans leur contexte, un peu en ordre, disent-ils. Et la première concertation prévue pour le transfert des pouvoirs, c'était prévu pour le samedi dernier, entre les militaires de la junte et une délégation du M5 RPF. Ils se sont retrouvés donc en petit comité, ça n'avait pas eu lieu. Mais finalement, ils ont décidé de se trouver en petit comité pour essayer un tout petit peu d'aplanir, d'apaiser les tensions. Bon, on va dire que la situation préoccupe, la situation intéresse les uns et les autres, chacun à son niveau, mais on suit de très très près l'évolution de la situation et puis je pense qu'à ce niveau-là également. Je pense que dans cette histoire, c'est Ibeka qui est le président Ibeka l'ex-président Ibeka qui a plus la paix finalement parce qu'on a l'impression qu'il y a un langage de sourds entre la junte, entre le M5, entre la société civile, nonobstant les sanctions de la CEDEAO, ils ont tout intérêt à trouver rapidement un accord pour soulager la population malienne. Oui, parce qu'à la limite, c'est comme si avant, on a tous un ennemi commun. Oui. Quand on le dégage, à partir de là, on laisse maintenant transparaître les divisions, nos intérêts. Bon, en tout cas, on souhaite que les choses se remettent en place rapidement du côté du Mali. Et puis on termine malheureusement avec une triste nouvelle, on en parlait, c'est la disparition du célèbre acteur Chadwick Boseman. On en parle avec vous, Sophie Aïda. Oui, alors c'est avec beaucoup de tristesse que je partage avec vous cette information. Je pense que plusieurs d'entre vous ont entendu parler tout au long du week-end. Donc Chadwick Boseman, donc l'acteur noir américain qui a joué le rôle de T'Challa dans le blockbuster Black Panther, est décédé le 28 août 2020 à l'âge de 43 ans à Los Angeles des suites d'un cancer du côlon. Il avait été diagnostiqué en 2016, mais il avait gardé, on va dire, secret sa maladie pendant toutes ces années jusqu'à sa mort. Même ses collaborateurs, les personnes qui ont pu travailler avec lui n'étaient pas au courant. C'était un acteur au talent indéniable, ça je pense qu'on peut le dire. C'était un véritable artiste, un passionné. Il a incarné plusieurs rôles mythiques au cinéma, tels que le rôle de l'icône du baseball, Jackie Robinson dans 42, ou encore le rôle du chanteur de soul James Brown dans Get On Up. Mais c'est le rôle de T'Challa justement qui l'a fait exploser, on va dire, et puis l'a propulsé et révélé au monde entier. Alors pour info, pour ceux qui vivaient, on va dire, sous je ne sais pas, sous un rocher, Black Panther, c'est un film de super-héros américain qui a été coécrit par le réalisateur noir-américain Ryan Coogler. Il était adapté du personnage de Marvel Comics, donc T'Challa, alias la Panthère Noire. Et c'est l'un des plus gros succès, on va dire, interplanétaires au box-office mondial avec 1,3 milliard de recettes pour seulement 200 millions de dollars pour la production de ce film. Il a battu de nombreux records, notamment celui du film le plus rentable, le 9e film le plus rentable de tous les temps, le 2e film le plus rentable aux États-Unis, le film de super-héros qui a été nominé aux Oscars pour la première fois en tant que meilleur film. Enfin, vraiment, c'était un gros film. Il a fait un rôle phénoménal. Ce monsieur, son impact sur le continent et sur sa diaspora et je veux dire, est-ce qu'il faut reconnaître résonner pour des générations et des générations. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en plus, il a beaucoup de courage parce que entre les tournages, il était malade, il traînait ce mal. Il traînait la maladie. Il faisait des chimios, il faisait des opérations, mais malgré tout ça, il jouait des films, en plus surtout des films qui demandaient énormément de présence physique. C'est un réel super-héros, parce que malgré la maladie, malgré l'état dans lequel il était, il a fait des cascades de... Et on en parlait tout à l'heure justement avec Sophie, on disait que ce qui est plus impressionnant, c'est la force que justement cette disparition va dégager chez les jeunes, de savoir que justement il souffrait intérieurement et il arrivait à transmettre autant d'énergie et d'espoir à la jeunesse. Ça a mobilisé, ça a ému le monde entier. Notamment des personnalités publiques, que ce soit des politiques, que ce soit d'autres personnalités, des célébrités, ou même des jeunes, des enfants. Fait rêver, des enfants, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes garçons noirs à travers le monde qui pleuraient parce que pour la première fois, beaucoup d'entre eux qui étaient en quête justement on va dire qui recherchaient une quête identitaire, on dit, se sont retrouvés en lui en fait, ont vu ce super-héros. Le plus gros challenge maintenant, ce sera de trouver un remplaçant. Et ça, mais ça franchement, honnêtement, je pense que s'ils sont intelligents, ils devraient juste faire une cérémonie au début de ce film-là et puis continuer à faire ressusciter son frère. Et puis voilà, mais franchement, faut pas
peut pas faire de... Wakanda Forever, on a envie de dire. My God. Là, je suis désolée, je suis très émue. Bah oui, je comprends. Je vais reprendre la parole. Hein, sinon, et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai une phrase qu'on cite en général dans ces conditions-là pour dire que les artistes ne meurent jamais, car leurs œuvres demeurent éternelles. Et puis, en tout cas, lui, vraiment, c'est voilà. Je pense aussi à mon DJ Arafat. Aussi, pendant qu'on y est. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité du jour. On poursuit avec le lu, vu et entendu. Notre lu, vu et entendu du jour est un extrait de la dernière interview du financier ivoirien Tidiane Thiam. Bien, l'ancien directeur du Crédit Suisse s'est exprimé sur les prochaines élections à venir. On l'écoute, on regarde. Moi, je crois que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour avoir une élection, comme je l'ai dit à l'instant, apaisée, crédible, inclusive et qui se déroule sans incident. Or, en l'absence de ces conditions, on risque de repartir dans un cycle que l'on a trop bien connu de résultats d'élections qui sont contestés, donc non acceptés et de violence. Ben, il y a une série de mots, j'ai envie de dire, à chaque situation en Côte d'Ivoire, il y a des mots. Il y a eu concomitamment, il y a eu constitutionnellement. Mais là, élection inclusive, il y a des mots qui... Inclusive. Les on l'avait Français déjà ont dit noté dans le inclusif. communiqué. Les Américains ont parlé d'inclusivité. Voilà, des L'Union États-Unis, de l'Union européenne. inclusivité. Et puis là encore, c'est repris par Tidiane Thiam. Alors, une des questions que les gens se sont posées, c'est, depuis un moment, Tidiane Thiam s'exprime régulièrement, en tout cas assez souvent, sur la politique en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est en train de se positionner, mais se positionne pour qui ? Pour lui, en tant qu'indépendant, pour son parti ou l'ancien parti dans lequel il était. Ou peut-être en tant que citoyen. En tant que citoyen, bon, c'est des questions que... La première question que je t'ai posée, c'était sur son discours. Ce n'est jamais anodin, ce n'est jamais, on va dire, en griffe innocent forcément. Déjà s'exprimer sur une chaîne étrangère, alors qu'il y a des plateaux comme Live TV ou d'autres qui existent. Il va dire qu'il n'est pas... Est-ce qu'il habite Jean? Il n'est pas. Non, mais il y a la visioconférence. C'est tout à fait possible. On a des écrans un peu partout. Voilà, à l'ère du Covid, on a la possibilité de le faire à distance, donc c'est pas un problème. Quand il sera à Abidjan, peut-être qu'il parlera. Et j'ai noté aussi cette partie où il dit « Certains de mes efforts à stopper la montée de la violence ont porté le fruit ». Donc il a déjà une certaine confiance en son influence, en son influence, parce que quand même c'est Tidiane Thiam, il est assez puissant en termes de notoriété et surtout en termes d'influence. Et il a déclaré que ses différentes actions, en tout cas ses efforts, ont porté leurs fruits. Notons par exemple la déclaration de l'ambassade des États-Unis dernièrement, Amnesty International également qui a réagi. Le secrétaire général des Nations Unies également qui a fait une déclaration sur la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une manière aussi de montrer que, bon, j'ai cette influence dans le monde. Il faut surtout noter qu'il partage ses préoccupations de l'ambiance, de l'atmosphère aujourd'hui, de cette atmosphère électorale en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un acteur, on va dire que c'est un nouvel acteur politique de la scène ivoirienne. Alors, c'est quoi les prochaines actions? C'est quoi les prochaines étapes? De toute façon, les dossiers de candidature, la réception des dossiers de candidature s'arrête aujourd'hui, 31 août. Donc, qu'est-ce qu'il a prévu de faire? Est-ce qu'il va juste rester un observateur de la scène politique ivoirienne? Ou est-ce qu'il va revenir et participer de quelque manière que ce soit? Est-ce qu'il va donner, à un moment donné de l'élection présidentielle, un mot d'ordre, en tout cas à ses partisans ou à ceux qui l'apprécient, surtout au deuxième tour, de pouvoir soutenir un candidat? On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, il a bien noté que la société, selon lui, la société ivoirienne est profondément divisée. Quelle observation! Profondément divisée. On a vu quand même les images tout à l'heure justement du dépôt des candidatures qui illustraient justement quelque chose de... C'est vrai, on a vu les manifestations qui montrait un peu une certaine forme de division, mais j'ai envie de rester optimiste. Il a parlé du jeune Miessan qui était âgé de 18 ans, qui est mort à Beaunois. J'ai envie de rester optimiste et de dire qu'il a pu se passer ce qu'on a vu dernièrement, mais ce n'est pas la pensée générale, ce n'est pas l'état d'esprit général, et les Ivoiriens sont toujours rassemblés, et ça se voit encore dans les rues d'Abidjan, ça se voit encore dans les familles.
C'est peut-être que notre souhait serait de voir cette Côte d'Ivoire-là réconciliée, cette Côte d'Ivoire-là qui n'est plus à craindre de scrutins électoraux. C'est un petit peu le souhait de tout le monde, et je pense que c'est aussi... On essaie en tout cas sur ce plateau-là, à chaque fois qu'on a l'occasion, de partager une forme d'optimisme, de partager cette belle énergie, cette bonne énergie-là, en espérant que ça va faire bouger les choses dans les mentalités, dans les actes, dans les actions, dans les décisions des uns et des autres pour que nous soyons dans un pays qui respire la paix. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. C'est important. C'est important. Le professeur Justin Goran-Kofi est le directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Avec lui, nous allons parler de cette méthode et de ses avantages pour le secteur agricole ivoirien. Bonsoir, monsieur Kofi. Bonsoir, monsieur. Un terme qui est, Bonsoir, monsieur Kofi. un terme qui est revenu, c'est entreposage. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en termes simples, entreposage? En termes simples, c'est les magasins des zones où on dépose des produits sur lesquels on donne un titre. Donc, pour chose, un producteur, un paysan qui prend son igname, il va dans un magasin qui est homologué, donc qui est agréé par l'autorité, et quand il dépose son igname, en fonction du cours du jour, on lui dit, bon, votre igname vaut peut-être 200 000, et on lui met un titre, comme un titre foncier, et il peut aller négocier ce titre auprès d'une banque, auprès de négociants. C'est un titre qui est négociable. Et c'est ce titre-là qui s'appelle le récépissé, c'est ça qui le système de récépissé d'entreposage. Bon, le système, lui, bon, il est plus large. Il est plus large. C'est un ensemble d'éléments. Il prend en compte quoi, le système? Le système, il prend en compte depuis les règles, parce que bon, un système, par définition sémantique, c'est juste un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux selon des principes et des règles. Donc nous avons l'autorité qui assure la régulation. Maintenant, il y a des acteurs, les propriétaires des entrepôts, qui sont les magasins. Il y a les contrôleurs de la qualité du poids, qu'on appelait les tiers détenteurs. Il y a les inspecteurs d'entrepôts. Et puis les parties prenantes, qui sont les banques et les systèmes financiers, qui sont les producteurs, c'est-à-dire nos parents paysans, les braves paysans, et tout le système de négoce qui est autour. Et nous interagissons avec tout le monde, avec une plateforme électronique, plus des règles et des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et on a des règles et qu'on a pris pour que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur agricole, chaîne de production, chaîne agro-industrielle, parce que le but du gouvernement, c'était justement créer l'autorité pour pouvoir faciliter le financement de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, ce sera très pédagogique. Hein. On va poser des questions, on va avoir des réponses pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Réla, si vous avez une question? Oui, j'allais justement demander quel est l'avantage pour l'État ivoirien de mettre en place un tel système? Voilà, merci beaucoup. Vous savez, je vais faire un peu d'histoire. La première et la plus importante bourse du physique dans le monde se trouve à Chicago. CBOT, ça a été créé en 1848 lorsqu'il y avait un problème sur le blé et les gens ont dû déverser les produits dans le Michigan à l'époque. Aujourd'hui, c'est la plus grande bourse. La deuxième, c'est MCX qui se trouve en Inde, qui fait 5 milliards de dollars de transactions par jour. Et puis, quand vous avez en Éthiopie, vous avez, dans la première année où on a mis en place le système de récépissé d'entreposage, 3 millions de paysans sont sortis du seuil de pauvreté. Donc le gouvernement, en cherchant les différents éléments, c'est une vision du président Alassane Ouattara, il faut le rappeler, en cherchant les éléments pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, un des pans que le président a trouvé, c'est un grand banquier, c'était de faire financer ce qu'on appelle les chaînes de valeur, donc la transformation des matières premières sur place. Donc en faisant ça, l'avantage pour le gouvernement est très simple. Si nous transformons les matières premières, notamment agricoles, sur place, je prends l'exemple de l'anacarde. Vous avez par exemple pour 2 000 francs de noix brute de cajou, vous avez environ 5 000 francs à la sortie pour le kilogramme pour l'amande. Donc si toute cette chaîne reste sur place, le gouvernement, les industriels vont avoir, disons, du travail. Les jeunes et les femmes vont avoir des emplois. Le gouvernement va lever des impôts. Les zones rurales vont être développées puisqu'on va y installer des éléments logistiques et des petites unités industrielles. Donc, l'avantage pour le gouvernement est d'abord de sécuriser donc, la sécurité alimentaire, parce que quand on fait l'entreposage, il y a les produits secs et les produits frais. Donc, pour les produits frais, vous savez que la FAO nous a, dans son rapport, il y a entre 30 et 50% de pertes post-récolte sur l'igname, le manioc, tous les produits frais, la tomate. Et ça équivaut à 4 milliards de dollars. Ça peut nourrir 48 millions de personnes sur la Terre. Donc, et donc, vous voyez, limiter les pertes. Donc, la sécurité alimentaire, d'une part. Ensuite,
garantir et sécuriser les revenus des paysans, donc dans la chaîne de production agricole, donc dans les zones rurales. Ensuite, faciliter le financement donc, de la transformation des matières premières, donc l'approvisionnement des unités industrielles. Et puis, vous savez qu'il y a eu des problèmes dans les commodities, la confiance, si le cacao ça marche, parce que c'est structuré, les autres produits sont méconnus des banques. Et donc, il fallait trouver un instrument pour sécuriser les banques de façon à ce qu'ils puissent financer facilement les industriels. Monsieur Kofi, vous avez parlé de particuliers, de privés qui possèdent des entrepôts. Oui. Quelles sont les conditions à remplir pour être certifié, pour avoir son entrepôt certifié et pouvoir stocker ces différents produits agricoles? Les conditions sont très simples. Si moi, monsieur Kofi, je veux, pour la campagne d'Anacarde qui arrive l'année prochaine, je veux stocker de l'anacarde dans mon. Donc, je veux profiter des avantages du système de récépissé d'entreposage. Donc, je vais être, comme on le dit, SRE. Donc, vous venez, vous prenez des papiers avec nous à la caisse de stabilisation au 7e étage, où se trouve la direction générale. Vous avez des conditions à remplir, notamment l'assurance. Et nous, on va commettre des inspecteurs d'entrepôts qui sont spécialisés de logistique. Je ne vais pas faire de publicité. Et eux, maintenant, ils vont voir si votre entrepôt ou votre magasin est conforme à garder l'anacarde pendant la période que nous souhaitons, c'est-à-dire le cycle d'une campagne. Est-ce qu'on a aujourd'hui les chiffres de ce dont on dispose en termes d'entrepôts en Côte d'Ivoire? En termes d'entrepôts, il y a une étude qui a été faite par le PESAC, la Banque mondiale et le BNET. Normalement, il y a 1033 entrepôts qui sont susceptibles de rentrer dans le système de réception d'entreposage. Mais dans les 1033, justement, madame posait la question, quand on a fait le dépouillement et regardé les règles d'admission de ces produits, soit de ces entrepôts, il n'y a que 266 qui sont éligibles au système de récépissé. Donc on a un gap qu'il faut combler. Et justement, une des missions que le chef de l'État a bien voulu nous confier, parce que c'est la première autorité qui s'installe au niveau même de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara était le premier président à faire émettre un récépissé d'entreposage depuis le 31 mai dernier. Et votre humble serviteur était inspecteur d'État à la présidence quand le chef de l'État a bien voulu me faire confiance pour mettre en place ce système. Le 8 février 2017, j'ai été nommé comme premier directeur général pour mettre en place les textes, les règles et tout ce qui est système. Et justement, en parlant de ce système, comment est-ce que se faisait l'entreposage à l'époque, ici en Côte d'Ivoire, avant que le système ne soit installé? Il y a des sociétés qui existent, qui sont spécialisées dans l'entreposage. Donc, on les appelle, dans notre jargon actuel, les gestionnaires d'entrepôts. Moi, je ne vais pas faire de publicité, mais il y a des grands magasins, même les sociétés d'État en ont. Vous avez toutes les étendues de territoire, on les appelait avant les magasins généraux. Donc, quand vous passez, par exemple, à Oumé, vous allez voir Unicafé, vous allez voir des magasins qui existaient avant, qui appartiennent aux sociétés d'État, les SODE d'avant. Et bon, c'était quand même professionnel. Mais maintenant, il s'agit d'enfanter la bourse des matières premières agricoles. Et selon les standards internationaux. Et donc, le président Alassane Ouattara a voulu, parce que sans vous faire une bourse du physique, parce que la différence entre une bourse du physique et la BRVM, par exemple, que vous voyez une bourse des marins immobiliers, c'est que la bourse du physique, vous êtes obligé à un moment donné de transporter le stock que vous avez vendu pour remettre à l'acheteur final. Alors que les actions, par un jeu d'écriture, vous les avez. Et donc, pour pouvoir transporter ce physique, il faut le stocker en qualité, en quantité et en sécurité à des endroits, et surtout dans les zones de production. Et donc, un des objectifs du président, c'est de développer, de transformer, comme il le dit lui-même, les zones rurales en zones de prospérité. D'accord. Notre invité est le professeur Justin Goran-Kofi. Je rappelle, il est directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Merci encore une fois d'être sur notre plateau pour nous parler de ce système d'entreposage. Vous parliez tout à l'heure je retrouve les chiffres, 1066 entrepôts, 266 éligibles. Vous recherchez, dit-on, autour de 40 milliards. Oui. Vous pensez les trouver où? Déjà, les 40 milliards, pour vous dire que c'est un projet d'ampleur. C'est un changement radical de paradigme et qui va changer l'environnement, l'écosystème du paysan. Quand vous allez arriver à faire un bon système de récépissé, le paysan sera comme le fonctionnaire, son bulletin de salaire, son passé, ce sera le récépissé qui va présenter au cours de la campagne prochaine par rapport à ce qu'il a fait. Donc tout ce qui est modernisation, construction, développement et avec les emplois connexes. Donc les 40 milliards, c'est ce qu'il faut pour mettre les entrepôts suffisamment aux normes à l'intérieur du pays,
pour absorber la production d'anacarde. Aujourd'hui, nous sommes à 760 000 tonnes de production d'anacarde. Le gouvernement a donné pour objectif d'arriver à transformer la moitié à l'horizon 2025, par exemple. Donc ça va faire, avec 0,8% de production annuelle d'augmentation, de ratio d'augmentation, nous sommes autour de 400 000 tonnes. Les 400 000 tonnes vont entraîner pour l'entreposage, c'est-à-dire la manutention, le pesage, tout ce qui est autour, environ 50 000 emplois. Pour l'industrie, c'est environ un peu plus de 100 000 emplois. Donc, quand ces unités, nous avons approché, comme l'État, il fallait quand même minder pour pouvoir aider l'État, parce que c'est une autorité, nous avons contacté pour l'anacarde des sociétés privées. Et aujourd'hui, nous sommes dans un projet de construire 108 entrepôts intelligents, c'est-à-dire avec des panneaux solaires, ce qu'on voit en Inde, ce qu'on voit partout en Chine, partout, des entrepôts intelligents qui vont absorber 500 000 tonnes environ d'anacarde. Et ça va créer environ 200 000 emplois. Donc, Monsieur Kofi, en plus de faire passer, en tout cas ceux qui sont éligibles, je crois que c'est 800 environ en dehors des 200, vous avez également pour projet de créer 108 entrepôts de 500 000 tonnes avec aussi un système d'entreposage, comme vous l'avez dit, électronique, afin d'atteindre une couverture de 60% sur le territoire. Où en êtes-vous avec ces différents projets? Le projet, il est... Toutes les études ont été effectuées et toutes les mairies, parce que là, c'est l'anacarde. C'est les zones de production de l'anacarde. J'allais vous parler de ma voisine qui certainement allait se poser la question. Depuis que l'entretien, vous parlez que de l'anacarde. Il y a le cacao, le café. Oui, il y a plusieurs. Il y a la cola. La cola, je vais vous prendre des exemples. La mangue, oui. Donc l'anacarde, parce que quand on fait une loi, la loi 538-2015 du 20 juillet 2015, instaurant le système de récépissé, l'exposé des motifs, le gouvernement, parce que quand on fait le système, il faut trouver un produit qui a une forte rentabilité en matière de chaîne de valeur. Pour optimiser les investissements. Donc l'anacarde, la campagne fait 4 mois et on produit plus de 700 000 tonnes et on transforme 8% en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, je vous ai expliqué, quand vous avez en Inde qu'on fait 4 milliards ou 5 milliards de dollars par jour de transactions, et que nous, on a un ratio de 20% et on transforme 8%. Je constate que l'anacarde est en pole position, en tout cas en termes d'investissement. Et juste après l'anacarde, qu'est-ce qu'il y a comme... Et donc, le gouvernement, pour pouvoir avoir les 200 000 emplois pour les jeunes et surtout une forte employabilité féminine, a indexé l'anacarde qui est volatile parce qu'en 4 mois, même la capacité installée aujourd'hui est de 204 200 tonnes en Côte d'Ivoire, mais on en arrive à peine à 59 000 tonnes, qui est achetable parce que les petites unités industrielles ne peuvent pas avoir accès au financement de la pièce de détention. Et donc, le gouvernement, en amenant dans les motifs de la loi aux parlementaires, pour leur dire, nous avons des produits à forte valeur ajoutée, qui sont l'anacarde. Donc, nous, on pourra instaurer le système de récépissé pour permettre vraiment d'apporter de la richesse au niveau de nos parents, sécuriser les revenus. Vous voyez les problèmes qu'il y a dans la vente. Donc, avec le système de récépissé, personne ne peut payer le prix d'un produit en entrepôt en dessous du prix fixé par le gouvernement, puisque l'opération se déboucle sur un compte fiduciaire de l'arrêt qui se trouve dans toutes les banques de la Côte d'Ivoire. Okay. Donc, les autres produits, si je peux répondre à madame, la mangue, par exemple, le cacao, les produits frais. Bon, le cacao, c'est très structuré. Aujourd'hui, ils sont à 35% de transformation. L'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à 50%. Donc, nous sommes avec eux. Le cacao, parce que la noix brute de cajou n'est pas référencée en bourse. C'est pour ça que nous allons mettre en place la bourse des matières premières agricoles. Mais le cacao, il est référencé directement en bourse. Et donc, le cacao est structuré, il est vendu à terme. Et la mangue. Parce que j'ai vu que la mangue avait fait de très bons chiffres, même pendant la crise sanitaire. Bien sûr. La mangue, l'ananas, nous sommes en discussion donc, avec tout ce qui est produit frais, avec le marché de gros, pour faire des entrepôts réfrigérés. Donc, nous menons des études de faisabilité. Nous faisons un business plan pour voir quelle est la quantité produite, quelle est la valeur ajoutée, et qu'est-ce que les gens, les investisseurs peuvent obtenir. Et nous allons les vendre aux investisseurs, comme nous avons vendu à la Chine les fameux 108 entrepôts intelligents. Nous avons vendu à une société chinoise. Bon, vous avez la cola, la Côte d'Ivoire est le deuxième producteur mondial avec 260 000 tonnes. Nous avons une forte valeur ajoutée aussi, puisque c'est utilisé dans le cosmétique, dans la boisson et tout. Donc nous sommes en train d'étudier avec nos amis de l'interprofession comment faire avec le marché de gros pour que nous puissions
stockés en SRE et permettent à ce que les unités industrielles puissent venir transformer la cola. Alors parlons justement d'investissement. Vous avez eu une séance de travail le 27 février dernier, donc avec la mission Société financière internationale de la Banque mondiale. Est-ce que justement votre système bénéficie d'un appui vraiment considérable de la Banque mondiale? Oui, c'est un appui considérable. Mais c'est un dossier, ce sont des partenaires techniques. D'accord. Et ils ont l'expérience d'avoir vécu, d'avoir vu faire ces projets dans d'autres pays. Donc nous sommes accompagnés à deux niveaux. Au niveau de la banque, du groupe de la Banque mondiale, d'abord par l'IFC, l'ancienne SFI, l'IFC, qui nous a accompagnés sur les tests, sur les règles, sur le côté administratif et juridique. Et puis, il y a le projet qu'on appelle le projet Bird Enclave, le projet PPCA, pour ce qui concerne l'ANACAD, le projet de compétitivité pour l'ANACAD, la noix de cajou. Donc, ce projet PPCA, l'arrêt est éligible en termes d'institutions, ça vous permet justement de transformer rapidement l'ANACAD sur place. Je crois que la question de Mme Assis, c'est de savoir si aujourd'hui, ces 40 milliards-là que vous recherchez, est-ce qu'on va vraiment les atteindre avec, par exemple, est-ce que la Banque mondiale va vous aider à avoir les 40 milliards? Non, mais... Parce qu'après, on nous annonce les chiffres et puis on se rend compte qu'entre les chiffres annoncés et ce qu'on obtient, non, vous savez, moi, il y a un gap. Je suis médecin et pour moi, on travaille sur le malade qui est en face de vous. Alors, les 40 milliards, la Côte d'Ivoire a tous les moyens de les avoir. Et le Premier ministre a convoqué une réunion interministérielle la semaine dernière. Et donc, toutes les filières qui sont éligibles au système de réception d'entreposage, comme la RTCI, à des redevances, sont tenus de participer au développement du système qui est un outil qui facilite eux-mêmes leur travail. C'est un mécanisme innovant qui va leur permettre de faciliter les échanges parce que le récépissé, par rapport à un crédit que vous voulez prendre sous tiers détention, le récépissé avec l'arrêt sur votre smartphone, vous l'échangez à qui vous voulez. Mais la tiers détention, c'est un autre problème. Donc la Banque mondiale nous a accompagnés, comme je l'ai dit, dans le projet PPCA, à mettre en place la plateforme électronique. On finançait le serveur dans le cas du PPCA, mais ce sont des retenues qui sont faites 20 francs par kilo d'anacad. C'est pour ça que je vous dis que la Côte d'Ivoire a les moyens de se financer. Donc c'est un prélèvement qui est fait sur l'anacad, mais pour financer toute la chaîne de valeur, afin que l'anacad puisse être transformée au moins à 50% sur place. En l'aurait 2025? Oui, mais non, ou avant? On a la possibilité de... Bon, déjà, nous, concernant les entrepôts intelligents, actuellement nous avons une capacité installée, comme je vous l'ai dit, d'environ 204 000 tonnes. Oui. Bon, on a à peine 59 000 qui sont transformés. On veut arriver à 400 000 tonnes. Donc nous avons fait un effort d'environ 350 000 tonnes. Donc avec le système d'entrepôts intelligents, nous allons inciter les unités industrielles à s'installer en face de ces entrepôts dans les zones de production, ce qui permettra donc de mettre toute la richesse à côté. Sophie, alors, monsieur, le mercredi 26 février 2020, vous avez signé un mémorandum d'entente avec la Bourse régionale des valeurs mobilières dans le cadre de l'exécution du projet de création de la Bourse des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire. Alors, où en est-on avec ce projet qui devait être opérationnel déjà depuis fin juin 2020? Oui, là, le coronavirus est passé par là, malheureusement pour nous tous. Oui. Mais je peux vous dire que le projet va être lancé au plus tard début octobre, en attendant que les autorités gouvernementales. Sinon, la salle de marché a été visitée par le ministre qui porte le projet de la bourse, c'est le ministre de l'Agriculture. Nous, l'ARE et la BRVM, nous sommes des opérateurs techniques parce que c'est le récépissé d'entreposage qui va être échangé sur le marché de la bourse. Okay. Parce que nous, avec le récépissé qu'on émet, on sait que M. X a vraiment ces 50 tonnes de cola à Tafiré. Et donc, ces 50 tonnes de cola achetées par peut-être une usine à New York, il faut bien que le transitaire puisse l'enlever pour envoyer à M. Y qui est à New York. Et donc, la bourse, nous, on certifie les récépissés, on met à la disposition de la bourse, et la bourse peut les vendre sur le marché. Maintenant, n'importe qui a un récépissé est libre sur un marché qui est libre d'aller en bourse, comme de l'échanger avec qui il veut. Mais est-ce qu'il y a moyen de falsifier ces récépissés? Parce que comment est-ce qu'on... non, mais je veux dire, comment est-ce qu'on... Oui, bon. Comment est-ce qu'on vérifie l'autre? Vous voyez M. Kofi en train de dire oui. Est-ce que vous imaginez M. Kofi en train de dire oui? Ce que je peux vous dire, c'est le cœur du système. Effectivement, vous avez raison, avec les hackers, tout ça. Le récépissé, il est électronique. Mais il est édité sur un papier avec des hologrammes qui ont le même niveau de sécurité que les billets de banque. Donc, moi, je reposais la question différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce système-là de récépissé, vous avez des failles?
vous avez constaté des difficultés et des failles? Oui, bon, on a émis déjà 500 récépissés parce qu'on est au début. Donc, on n'a pas l'expérience, le benchmarking suffisant extérieur parce que, comme je l'ai dit, il y a les contraintes de Corona et tout ça. On n'a pas pu aller en Inde pour aller au MCX, comme je vous l'ai dit, qui est quand même la référence. Donc, pour le moment, on a fait en sorte, parce que vous savez que les autres systèmes de récépissés, c'est libre. Mais pour le moment, nous, pour grandir, comme le président Foué m'a le dit, parce qu'on est pressé, qu'on va doucement. Donc, nous, pour bien grandir, nous avons balisé au début et à la fin. Donc, ce qui fait que celui qui a un récépissé ou celui qui veut l'acheter, nous contrôlons le système jusqu'à la fin. Okay. Alors que quand le système sera ouvert, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, nous mettons quand même la plateforme électronique qui a été auditée par la SFI, par tout le monde, c'est à tous les moyens de sécurité. Ça offre le maximum de garanties. Professeur Kofi. Oui, monsieur Kofi, c'est une véritable révolution, en tout cas pour le secteur agricole, les acteurs du secteur agricole. Pour les personnes qui ont l'habitude d'acheter des actions sur le marché, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, est-ce qu'ils auront la possibilité, lorsque le système sera ouvert, de pouvoir également faire acheter ou revendre ces récépissés à la BRVM? Tout à fait. Et une de nos missions que la loi nous donne, c'est justement de développer les emplois connexes au nouveau système, un nouveau paradigme. Donc, tous ceux qui sont intermédiaires, comme je l'ai fait, on a passé dans toutes les régions de production de la NACAD, on a lancé à Korogo, Odiéné, Bondoukou, Katiola, on a fait toute la Côte d'Ivoire jusqu'à Yamsoko. On leur a dit, vous allez vous reconvertir en trader, tous les intermédiaires qui font que, peut-être ce n'est pas de leur faute, mais que les paysans, quand on dit 420 francs, le paysan reçoit 200 francs. Donc, tout cela, ils vont être reconvertis dans un système sérieux. Donc, n'importe qui a un titre qui veut aller en bourse, n'importe qui peut l'acheter. Il est ouvert, il est même régional. Comme je l'ai dit, nous sommes les pionniers. Nous sommes en train d'accompagner le Sénégal. Et ça va nécessiter des formations assidues, intensives des acteurs du monde agricole pour qu'ils puissent s'approprier ces outils. Tout à fait. Nous avons déjà, avant de lancer l'opérationnalisation, avant de décréter l'opérationnalisation effective du système de récépissé, nous avons formé toutes les coopératives, aussi bien en présentiel dans les zones de production que dans les locaux de la SFI, pour que tout le monde parle le même langage avec les banques, c'est-à-dire tous les acteurs et les parties prenantes. De nombreux particuliers possèdent-ils des entrepôts? Oui, oui, il y a des particuliers qui ont des entrepôts, mais qui font partie des 1033. Mais c'est comme, comme je dis, je suis médecin, c'est comme des petits ateliers médicaux. Il y a des bonnes cliniques et puis il y a des choses, mais ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils ne savaient pas, il n'y avait pas l'activité. Maintenant, ils le savent. Il y a une autorité qui est là, qui peut leur dire, si vous voulez construire un entrepôt pour garder le maïs, les silos de maïs, voilà les règles. Si vous voulez faire, on veut lutter pour les pertes post-récolte, les produits frais, voilà le conditionnement, voilà les entrepôts réfrigérés. Nous avons déterminé tous ces critères qui sont disponibles. Ils sont disponibles où? Ils sont disponibles au 7e étage de la caisse de stabilisation. Et qu'en est-il de ceux qui ne respectent pas ces règles? Bien, voilà, ça c'est une autre paire de manches parce que un des gaps, on va pas résoudre tous les problèmes ici, un des gaps c'est que le législateur n'a pas rendu obligatoire l'agrément au système de récépissé d'entreposage. Alors c'est comme si la RTCI, nous sommes des homologues, c'est comme si la RTCI, on dit mais on peut ouvrir des boutiques téléphoniques, des services cellulaires sans que c'est pas obligatoire. Il y a 50 gars qui viennent dire nous on est d'accord, et puis il y en a d'autres qui disent c'est bon, on est dans l'activité tranquille. Voilà, vous savez que tous les changements ont leur part de mélancolie, même si c'est dans leur intérêt. Mais je pense qu'au fur et à mesure que nous faisons la pédagogie, au fur et à mesure que nous faisons des notes au gouvernement, parce que nous sommes tous neufs dans ce système, mais c'est la vision du président. Il s'agit pour nous d'atteindre les objectifs assignés par le gouvernement, c'est-à-dire de transformer les zones rurales en zones de prospérité. Moi-même qui vous parle, j'ai grandi sous les cacaoyers au village et je vois ce que ça peut apporter. Je vois les problèmes que les parents ont. Mais avec un tel système, vous avez quand même, si vous arrivez là, l'igname, le manioc, la banane, même la tchéké, l'amidon, tout ça, nous sommes en train de réfléchir à tous ces systèmes-là. Justement, vous parliez tout à l'heure de possibilités d'avoir plus d'opportunités de travail pour les femmes et pour les jeunes. Quelle sensibilisation est-ce que vous avez mis en place justement pour attirer ces jeunes-là et ces femmes-là à ces nouveaux métiers? Parce que beaucoup, on sait, les jeunes, quand on entend parler d'agriculture, on se dit « Ah non, je ne veux pas aller au village, je ne veux pas travailler dans ces domaines-là ». Donc, qu'est-ce qui est fait justement pour attirer surtout les jeunes? Tout à fait. Bon, quand on fait les formations, quand vous prenez les unités
industrielles les plus petites, par exemple, vous allez à Guékanou, vous allez trouver une unité qu'un groupe privé a mis en place. Vous allez voir les femmes, elles sont en blouse, elles font les chaînes, elles font les tris avec les gants, elles font des tris. Donc on fait des films, on fait des formations, on apprend, mais justement, notre rôle aussi, c'est par exemple quand nous voulons faire les 108 entrepôts dédiés à l'anacarde, on va le faire pour le cacao parce qu'on en a besoin aussi bien dans les deux compartiments. Mais quand on le fait, ces entrepôts intelligents, justement, il faut permettre aux jeunes qui vont faire la manutention, le pesage, de ne pas aller soulever des sacs sur leur tête. Il faut que ça soit valorisé. Et en face aussi, il faut qu'il y ait des unités industrielles qui répondent aux normes, de façon à ce que ces zones-là deviennent des micro-zones industrielles avec un environnement serein, avec les activités connexes pour qu'ils aient la qualité de vie. Moi qui vous parle, je suis né à Iré, il y a Tabo, la cité. Quand on faisait le barrage, j'étais à l'école primaire. Mais Tabo village et puis là Tabo la cité, nous avons vu comment les gens ont quitté la ville pour aller au Tabo, faire la pêche, pour être autour du barrage. Donc, ça avait ses avantages en fait. Voilà, c'est ses avantages. Il faut créer vraiment des environnements, un nouvel écosystème. Et puis surtout peut-être aussi se déplacer dans les lycées, dans les universités pour sensibiliser justement les jeunes. Parce que lorsqu'on parle d'unité industrielle, de développement d'unité industrielle, on parle également de développement de la formation professionnelle, de développement du capital humain qui pourra par exemple travailler dans ces entrepôts. Tout à fait. Est-ce que vous travaillez concomitamment dans le développement de cette stratégie avec le ministère de l'enseignement supérieur de la formation professionnelle? Bien sûr. Bon, moi-même qui vous parle, je suis professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc j'ai travaillé en tant que conseiller pour la transformation du jus d'anacarde en bioplastique, comme un peu les gélules, vous savez, des gélules de médicaments. Donc ce sont des choses qu'on fait de façon intégrée. On ne peut pas le faire d'abord pour qu'il y ait la maintenance des entrepôts intelligents. Nous avons signé avec notre partenaire chinois pour leur dire que nous voulons que des centres de formation professionnelle, on ouvre des filières qui correspondent à l'entretien, à la maintenance et à l'utilisation de ces systèmes-là. Donc, alors, si vous permettez, de façon pratique, aujourd'hui, on a ceux qui respectent justement les normes de ces entrepôts-là, pour revenir à la question des entrepôts, et ceux qui ne la respectent pas. Mais moi, en tant que producteur, qu'est-ce qui m'enverrait vers celui qui respecte? Comment est-ce que je le reconnais et qu'est-ce que je gagne à y aller? Tout à fait. Et le gouvernement, dans la législation, a prévu que nous signions des conventions avec toutes les filières qui gèrent des produits éligibles au système de récépissé. Donc aujourd'hui, grâce à la réunion interministérielle que le Premier ministre, sur instruction du chef de l'État, a convoquée, je pense qu'on va signer ces conventions. Et dans ces conventions, on va dire à tout système, toute filière qui est éligible, de faire en sorte que tous ceux qui, pour les campagnes à venir, qui veulent stocker des produits, puissent faire inspecter leur entrepôt par nous. C'est comme si vous voulez garder des médicaments. Et puis vous avez établi une forme d'annuaire, une forme de référence. Tout à fait. Et nous allons faire la base de données et nous allons les vulgariser pour dire à tout le monde, ici, il y a des entrepôts agréés avec des plaques comme les officines de pharmacie. Alors, un dernier mot, professeur? Oui, un dernier mot, je vous dis vraiment merci. Je vous en prie. Et je vous dis que c'est un mécanisme innovant. C'est une vision du président Alassane Ouattara. Et il s'agit maintenant de développer l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Et la chaîne de valeur ajoutée qui permettra d'avoir de l'employabilité au niveau des jeunes et des femmes se trouve dans le développement de l'agro-industrie. Donc transformons nos zones rurales en zones intelligentes de prospérité. Merci professeur Justin Goran-Kofi. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Vous étiez sur notre plateau pour essayer de nous en dire un peu plus sur ce système. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Sur ces mots, on va terminer notre rendez-vous de ce soir. Merci à tous pour votre fidélité. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et ça nous fait énormément plaisir. À demain pour un autre rendez-vous, même heure, même canal. Pour la suite, vous avez rendez-vous avec André Bois pour Immersion. D'ici là, que Dieu vous garde. Cha, 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 cha.